Continuons d'avancer dans le début de ce chapitre sur les espaces vectoriels de dimension finie, avec à nouveau un résultat important qui va servir systématiquement dans la suite. C'est le théorème de la dimension. Si E est un KEV de dimension finie, alors nous avons déjà vu qu'il admettait une base, mais il en a probablement plusieurs, et bien toutes ces bases ont le même nombre d'éléments. C'est ce résultat qui va enfin nous permettre de définir la dimension d'un EV de dimension finie. Nous allons énoncer cette définition juste après la démonstration de ce théorème. Pour la démonstration, nous allons prendre deux bases B1 et B2 de E, et nous savons qu'il en existe au moins une puisque E est de dimension finie, et grâce au théorème de la base incomplète, nous avons déjà démontré que tout EV de dimension finie admettait au moins une base. Nous allons faire jouer à B1 et B2 des rôles symétriques par alternance. Donc dans un premier temps, nous allons utiliser que comme B1 est une base, elle est libre, et aussi comme B2 est une base, elle est génératrice. Or, le résultat fondamental vu au tout début de ce chapitre nous indique que, nécessairement, une famille libre ne peut pas avoir strictement plus de vecteurs qu'une famille génératrice. Donc, le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments de la famille B1, est nécessairement plus petit que le nombre d'éléments de la famille B2. Et puis, il suffit enfin, par symétrie, d'échanger les rôles. On échange les rôles joués par B1 et B2. B1 est génératrice puisque c'est une base, B2 elle aussi est libre, donc le cardinal de B2 ne peut pas excéder celui de B1. Finalement, nous avons bien montré que le cardinal de B1 était égal au cardinal de B2, et donc à chaque fois que nous prenons deux bases, elles ont toujours le même nombre d'éléments. Alors, si E est de dimension finie, on appellera dimension de E le cardinal qui est commun à toutes les bases de E. On la note dim de E ou dim indice K de E s'il y a vraiment besoin de spécifier le corps de base, si jamais il y a une ambiguïté. Et enfin, on pourra noter dim de E strictement plus petit que plus l'infini pour signifier que E est de dimension finie. Donnons maintenant quelques exemples. Commençons déjà par parler de l'espace vectoriel nul. C'est un espace vectoriel un peu à part, puisqu'il n'a qu'une seule base, qui est la famille vide. Donc c'est un peu particulier. En tout cas, tout est cohérent malgré tout avec les définitions et résultats précédents. Il n'a qu'une base qui est la famille vide. Quel est le cardinal de cette base ? Eh bien, cette base a aucun vecteur, donc son cardinal c'est 0, et donc la dimension de E est nulle. Donc la dimension de l'espace nul est nulle, c'est le seul EV qui n'aura pas une dimension finie strictement positive. Tous les autres espaces vectoriels auront une dimension dans n étoiles. Les exemples les plus simples ensuite que nous pouvons donner, ce sont déjà tous les K puissance n. K puissance n a pour base la base canonique. Combien est-il de vecteurs dans cette base canonique ? Il y en a n, et donc la dimension de K puissance n est égale à petit n. Dans ce dernier exemple, la dimension que j'ai donnée, c'est la dimension sur K, c'est-à-dire la dimension en considérant K comme corps de base, autrement dit les combinaisons linéaires sont à coefficient dans K. Mais attention, certains espaces vectoriels sont à la fois réels et complexes, on peut les voir à la fois comme des REV ou des CEV, c'est le cas de tous les espaces vectoriels complexes d'ailleurs, et à ce moment-là, s'ils sont de dimension finie, on peut montrer, même si ça n'est pas au programme, que la dimension réelle est le double de la dimension complexe. Clarifions ceci sur un exemple en prenant comme espace vectoriel C. Nous avons déjà vu dans le chapitre sur les familles de vecteurs que C est engendré, si nous prenons des combinaisons linéaires à coefficients complexes, il est engendré par la famille qui n'a qu'un élément qui est tout simplement 1. Nous pouvons en effet écrire que tout complexe s'écrit comme 1 complexe fois 1. Mais c'est aussi un R espace vectoriel qui, en prenant des combinaisons linéaires à coefficients réels, peut être engendré par la famille 1i. Et la famille 1i est une famille libre en tant que R espace vectoriel. Ça n'est pas une famille libre à coefficient complexe, puisque i est égal à i fois 1, mais par contre, il est impossible de trouver deux réels a et b, tels que a fois 1 plus b fois i est égal à 0, donc la famille 1i est libre dans C en tant que R espace vectoriel. Donc, les deux familles que j'ai données ici sont des bases. 1 est une base pour C vue comme un C espace vectoriel, et 1i est une base pour C vue comme R espace vectoriel.
Donc la dimension complexe de C est égale à 1, qui est le nombre d'éléments de cette base, mais par contre sa dimension réelle est égale à 2, puisque nous en avons trouvé une base à 2 éléments. On peut multiplier les exemples de ce style. Par exemple, si je prends l'ensemble C de crochet X, c'est-à-dire tous les polynômes à coefficient complexe de degré au plus 2. Nous savons que la base canonique 1x, x2 est une base de cet espace vectoriel vu comme un C espace vectoriel. Tout polynôme à coefficient complexe s'écrira de manière unique comme une combinaison linéaire à coefficient complexe de ces 3 vecteurs. Et cette famille étant échelonnée en degrés, c'est bien une base, elle est bien libre. Donc la dimension complexe de C de crochet X est égale au nombre de vecteurs de cette famille, c'est-à-dire 3. Mais ce même espace vectoriel peut aussi être engendré par les polynômes 1, i, x et i fois x, et x2 et i fois x2, si nous voyons cet espace vectoriel comme un R espace vectoriel. Alors, en tant que R espace vectoriel, cette famille est une famille libre. Il n'est pas possible de trouver 6 réels non tous nuls, tels que A1 fois 1 plus A2 fois i, etc. est égal à 0. Donc la dimension réelle de ce même espace vectoriel C de crochet X est par contre égale à 6. Alors il faut avouer qu'il sera extrêmement rare que dans un même exercice ou dans un même problème, vous ayez un espace vectoriel et que vous ayez besoin de le considérer tantôt comme un R espace vectoriel et tantôt comme un C espace vectoriel. Dans la quasi-majorité des cas, quand vous aurez un espace vectoriel, on vous dira quel est le corps de base et on ne le changera plus. Donc il n'y aura en général aucune ambiguïté sur la dimension et vous pourrez noter dim de E sans avoir besoin d'indiquer en indice si la dimension est réelle ou complexe. Mais il faut tout de même avoir conscience que pour un C espace vectoriel, qui peut donc être vu comme un C et comme un R espace vectoriel, la dimension n'est pas la même suivant que l'on le considère comme un espace vectoriel réel ou complexe. Donc tant que nous sommes sur les polynômes, si nous prenons l'ensemble de tous les polynômes à coefficient dans K de degré au plus n, eh bien à condition de prendre des combinaisons linéaires à coefficient dans K, la base canonique 1x jusqu'à x puissance n est, comme son nom l'indique, une base, et donc la dimension de kn crochet x, donc dimension sur K, est égale à n plus 1. Donc attention, c'est une erreur très fréquente, on le note cet ensemble Kn crochet x, et donc on a envie de dire que sa dimension est égale à petit n, comme pour K puissance n, mais non, c'est n plus 1, tout simplement car la base canonique commence entre guillemets à 0, puisque le premier vecteur de la base canonique qui est 1, finalement c'est x au 0, le suivant c'est x puissance 1, jusqu'à x puissance n, il y a donc bien n plus 1 vecteurs dans cette base. Je vais donner un dernier exemple élémentaire, en tout cas très classique, d'un espace vectoriel que nous utilisons très souvent, c'est l'ensemble des matrices de taille NP à coefficient dans K. Alors regardons sur un exemple simple, si je prends les matrices à 2 lignes et 3 colonnes, eh bien la base canonique de cet ensemble de matrices est constituée des 6 matrices élémentaires suivantes, 6 matrices qui n'ont comme coefficient que des zéros, sauf un coefficient qui vaut 1, et qui va alternativement occuper les 6 places possibles dans la matrice. Donc, comme il y a 2 lignes et 3 colonnes, il y a 6 positions possibles pour ce 1, ce qui nous donne 6 vecteurs dans cette base canonique. Il est assez évident, et nous l'avons vu dans le chapitre sur les famille de vecteurs, il est assez évident de montrer que cette famille de matrices est libre et génératrice. D'ailleurs, nous pouvons le montrer de la manière suivante. La matrice des AIJ, lorsque I est entre 1 et 2 et J entre 1 et 3, est exactement égale à la somme pour I allant de 1 à 2 et J allant de 1 à 3 des AIJ EIJ, où grand E indice IJ est la dénomination habituelle pour les vecteurs de cette base canonique. Alors, dans grand E IJ, I indique la ligne où se trouve le coefficient égal à 1 et J indique la colonne. Donc ici, la première matrice de ma base canonique, de celle que j'ai donnée, c'est E11.
Alors je ne vais pas toutes les noter, mais celle-ci c'est donc E1, 3, puisque le 1 se trouve sur la première ligne et troisième colonne. Et par exemple, ce dernier vecteur, c'est donc E2, 3. Le 1 se trouve sur la deuxième ligne et troisième colonne. Et la notation grand EIJ est très fréquemment utilisée. Donc la famille des E grand EIJ est bien une famille génératrice, puisque nous avons réussi à écrire une matrice quelconque comme combinaison linéaire de ces 6 matrices. Et d'ailleurs, c'est la seule décomposition possible, donc cette famille est bien une base. Il y en a 6, donc la dimension de M2, 3 de K est égale à 2 fois 3, donc 6. Dans le cas général, de la même manière, MNP de K est égal à vect de la famille de toutes les matrices grand EIJ définies comme précédemment, avec J parcourant l'intervalle d'entier 1n, avec I parcourant l'intervalle 1n et J parcourant l'intervalle 1p. Cette famille est toujours libre et génératrice, c'est une base de MNP de K, et donc la dimension de MNP de K est égale à n fois p. C'est un résultat au programme que vous pouvez utiliser directement. Maintenant que nous connaissons ce qu'est la dimension d'un EV de dimension finie, nous pouvons utiliser cet entier dim de E pour réécrire le résultat fondamental que nous avons vu au début de ce chapitre. Donc cela nous donne le résultat suivant. Si E est de dimension finie, premièrement, toute famille libre de E a au plus dimension de E vecteur, et toute famille génératrice, deuxièmement, a au moins dimension de E vecteur. Pour la démonstration, nous allons considérer B une base de E, et donc le nombre d'éléments de B, c'est-à-dire son cardinal, est égal à la dimension de E. Vous ferez bien attention, d'ailleurs, quand vous utilisez ces notions de cardinal et de dimension, de ne pas échanger l'un pour l'autre. C'est bien le cardinal de la base qui est égal à la dimension de E. Cela n'a aucun sens de parler du cardinal de E. Alors cela pourrait avoir un sens, mais à part pour le V nul, les espaces vectoriels comportent un nombre infini de vecteurs, donc ils sont de cardinal infini, ce qui n'est pas une notion en programme. Et la dimension d'une base n'a pour le coup aucun sens, puisqu'une base n'est pas un espace vectoriel. C'est vect de B qui est égal à E. Donc ceci étant dit, passons à la démonstration du premier point. Si nous prenons grand L une famille libre, eh bien, avec le résultat fondamental, nous savons qu'une famille libre a toujours moins de vecteurs que n'importe quelle famille génératrice finie de E, ce qui nous donne directement cardinal de E plus petit que cardinal de B, c'est-à-dire plus petit que la dimension de E. Ça, c'est pour le premier point. Pour le second point, si G est génératrice, eh bien nous allons suivre le même raisonnement, mais cette fois-ci en utilisant que B est libre. Dans le premier point, nous avons utilisé que B était génératrice. Ici, nous utilisons qu'elle est libre, et donc à nouveau, le cardinal d'une famille libre est toujours inférieur ou égal au cardinal d'une famille génératrice. Donc le cardinal de B, qui est égal à la dimension de E, est bien inférieur ou égal au cardinal de G. Donc toute famille génératrice a au moins dimension de E vecteur. Alors on peut remarquer qu'il est également possible de démontrer ce résultat en utilisant le théorème de la base incomplète. Si nous prenons une famille libre, on peut la compléter en une base, c'est-à-dire qu'on peut lui rajouter des vecteurs pour obtenir une base. Donc après avoir rajouté ces vecteurs, nous obtenons une base qui a donc dimension de E vecteur, et nécessairement, comme nous avons rajouté des vecteurs, eh bien, il y a plus de vecteurs dans la base obtenue que dans la famille libre de départ. Donc la famille libre avait moins de vecteurs que dim de E. Inversement, pour le deuxième point, nous avons vu toujours grâce au théorème de la base incomplète qu'il est possible d'enlever des vecteurs d'une famille génératrice pour en extraire une base. Donc nécessairement, si nous partons d'une famille génératrice, elle a plus que dimension de E vecteur, puisque si nous lui enlevons des vecteurs, nous pouvons obtenir une famille de dimension de E vecteur. Les résultats importants s'enchaînent, puisque voici une proposition qui là encore va être fondamentale et que nous utiliserons sans arrêt. Si E est un espace vectoriel de dimension finie et F est une famille de vecteurs de E qui comporte exactement dim de E vecteur, alors les trois propositions suivantes sont équivalentes. F est une base, si et seulement si F est libre, si et seulement si F est génératrice. Pourquoi ce résultat est-il important ? Eh bien parce que si F est une famille quelconque,
Montrer que f est une base est équivalent à montrer qu'elle est libre et génératrice. Ça, nous le savons, c'est tout simplement la définition de base. Mais grâce à ce résultat, cela revient aussi à montrer que f est libre et que le cardinal de f est égal à la dimension de E. Donc ici, c'est un I. Mais c'est aussi équivalent à montrer que f est génératrice et son cardinal est égal à la dimension de E. Donc nous avons maintenant 3 méthodes pour montrer qu'une famille est une base. La définition, ou alors libre ou génératrice, et en plus, compter combien il y a de vecteurs dans la famille F. Or, calculer le cardinal d'une famille, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a qu'à compter combien il y a de vecteurs. En général, cela ne pose aucun problème, et c'est presque tout le temps plus facile que de montrer qu'une famille est libre ou qu'elle est génératrice. Donc ici, nous pouvons remplacer libre ou génératrice par un résultat beaucoup plus simple à démontrer, qui est le calcul du cardinal de f. Nous allons donc pouvoir démontrer de manière plus simple que ce que nous savions faire jusqu'à maintenant qu'une famille est une base. Démontrons ce résultat. Évidemment, par définition, le point 1 implique le point 2 et le point 3. Donc nous allons uniquement montrer que le point 2 implique le point 1 et que le point 3 implique lui aussi le point 1. Commençons par montrer que le point 2 implique le point 1. Nous allons donc prendre ici, soit f, donc une famille libre, toujours avec l'hypothèse que le cardinal de f est égal à la dimension de E. Avec le théorème de la base incomplète, nous savons que nous pouvons rajouter des vecteurs à f pour obtenir une base. Donc, nous allons écrire qu'il existe un entier k dans n, et k vecteurs, que nous allons appeler par exemple v1, vk, tel que f union v1, vk est une base de E. Alors, puisque toutes les bases ont le même cardinal et que ce cardinal c'est dim de E, nous avons donc dimension de E égale le cardinal de la famille que nous avons obtenue, c'est-à-dire f union v1, vk. Or, comme v1, vk n'appartenait pas à la famille f, eh bien ce cardinal c'est le cardinal d'une réunion disjointe. Donc c'est le cardinal de f plus le nombre de vecteurs que nous avons rajouté à f, c'est-à-dire k. Or, cardinal de f, c'est justement la dimension de E. Donc k est nul, ce qui signifie que nous n'avons besoin de rajouter aucun vecteur à f pour obtenir une base, et donc f était dès le départ une base. Nous allons utiliser le même principe pour montrer que le troisième point implique le premier. Prenons f une famille génératrice, cette fois-ci avec le théorème de la base incomplète, ou plutôt son corollaire, nous savons que nous pouvons extraire une base de f. Et donc, il faut ôter k vecteurs, un certain nombre de vecteurs que nous allons noter k, il faut ôter k vecteurs à f pour en extraire une base. La famille alors obtenue a dimension de E. Alors la famille obtenue étant une base à la dimension de E vecteur, mais comme nous sommes partis de la famille f qui a cardinal de f vecteur et que nous lui avons enlevé k vecteur, alors la famille obtenue a aussi cardinal de f moins k vecteur. Mais cardinal de f est égal à la dimension de E par hypothèse. Donc de la même manière que précédemment, k est égal à 0, et donc il est nécessaire de n'enlever aucun vecteur à f pour en obtenir une base. Donc forcément, dès le départ, f, là encore, était une base. Donc f est une base. Nous avons donc démontré ce théorème, et nous pouvons illustrer son intérêt sur l'exemple suivant. Dans cet exemple, nous allons prendre comme espace vectoriel K3 crochet X. Donc ce que nous avons vu juste au-dessus, c'est que la dimension de E était égale à 4. Nous allons également introduire 4 scalaires ABCD, et les polynômes suivants, P1 qui fera le polynôme x moins a fois x moins b fois x moins c, donc tous les x moins a, b, c, d sauf d, et puis après on fait tourner le scalaire sur 4 que l'on ne prend pas pour définir un polynôme. Donc c'est-à-dire précisément que P2 ce sera x moins a, x moins b, x moins d, donc on ne prend pas c. Pour P3 on ne prend pas petit b, donc x moins a, x moins c fois x moins d, et de la même manière, pour P4, nous allons prendre x moins b, x moins c et x moins d. Le but de cet exercice est de montrer que la famille P1, P2, P3, P4 est une base de grand E.
Alors, nous allons mettre en application ce que nous venons de dire avant. Nous pouvons soit montrer que cette famille est libre et génératrice, mais nous pouvons aussi constater qu'elle a 4 vecteurs, et donc elle a autant d'éléments que la dimension de E. Il nous suffit donc soit de montrer qu'elle est libre, ou alors de montrer qu'elle est génératrice, mais nous n'avons pas besoin de faire les deux. Donc nous avons le choix. En général, ça n'est pas toujours le cas, mais le plus souvent, montrer qu'une famille est libre est plus simple que de montrer qu'elle est génératrice. Alors si nous regardons un peu ici ce que nous pouvons dire de ces 4 polynômes, comme l'interpolation de Lagrange, les polynômes d'interpolation de Lagrange sont au programme en MPSI, ces 4 polynômes doivent vous faire penser à quelque chose. À des coefficients multiplicatifs près, ce sont les vecteurs d'une base de Lagrange. Donc nous savons déjà, d'après le chapitre sur les polynômes, que cela va être une base. Mais si nous voulons le redémontrer, l'aspect famille génératrice est un peu moins naturel à démontrer, puisqu'il va falloir démontrer que tout polynôme de degré O plus 3 s'écrit comme une combinaison linéaire de ces 4 vecteurs-là, et il va falloir refaire un bout de la démonstration des polynômes d'interpolation de Lagrange, qui n'est pas le morceau le plus simple. Par contre, montrer que la famille est libre va être beaucoup plus rapide, et c'est ce que j'ai choisi ici pour résoudre cet exercice. Pour montrer qu'elle est libre, nous allons revenir à la définition de famille libre. Il faut noter qu'ici, les 4 polynômes sont tous de degré 3, donc il ne s'agit pas du tout d'une famille échelonnée. Cela aurait été beaucoup plus simple pour montrer qu'elle est libre, mais ici, ça n'est pas le cas. Nous allons donc faire intervenir 4 coefficients alpha, bêta, gamma et delta, tels que alpha P1 plus bêta fois P2 plus gamma fois P3 plus delta fois P4 est égal à 0, et donc l'objectif est de montrer que ces 4 scalaires sont nuls. Il faut montrer que cette combinaison linéaire nulle est triviale. Nous allons tout simplement évaluer cette dernière égalité en petit a. Nous obtenons alpha de P1 de A plus bêta P2 de A plus gamma P3 de A plus delta P4 de A est égal à 0. Mais il se trouve que P1 de A est nul, P2 de A aussi, et P3 de A aussi. Donc il ne reste uniquement delta P4 de A égale 0. C'est-à-dire delta fois petit a moins petit b fois petit a moins petit c fois petit a moins petit d est égal à 0. Alors là, je me rends compte que bien sûr, j'ai oublié une hypothèse dans l'énoncé. Il faut supposer que les 4 scalaires ABCD sont 2 à 2 distincts. Si ça n'est pas le cas, il est à peu près clair que parmi ces 4 polynômes, il y en a au moins 2 qui sont égaux. Donc si je suppose bien que ABCD sont 2 à 2 distincts, eh bien cette quantité ici n'est pas nulle. Donc nécessairement c'est delta qui est nul. Et ensuite, nous allons évaluer l'égalité étoile qui est ici. Nous allons l'évaluer en petit a, en petit b, et en petit c, et en petit d. Donc, l'évaluation en petit b nous donne, cette fois-ci, gamma égale 0, puisque P3 de petit b n'est pas nul, alors que P1, P2 et P4 de petit b sont tous nuls. Si nous évaluons en petit c, nous obtenons cette fois-ci que bêta est nul parce que P2 de petit c n'est pas nul. Et pour terminer, l'évaluation en petit d nous donne alpha égale 0 parce que le polynôme P1 évalué en petit d n'est pas nul. Donc, nous avons bien montré que nos 4 coefficients alpha, bêta, gamma et delta sont nuls. Donc la famille P1 jusqu'à P4 est libre. Et donc pour conclure, nous remarquons que le cardinal de cette famille est égal à 4, c'est-à-dire qu'il est égal à la dimension de E, et en application du théorème précédent, nous pouvons conclure la famille P1-P4 est une base. Donc je vous laisse réfléchir à une démonstration précise que vous pourrez rédiger en exercice du fait que cette famille est génératrice, et vous pourrez comparer si vous préférez montrer qu'elle est libre ou montrer qu'elle est génératrice. Nous pourrons revenir sur ces questions-là en classe si vous avez des questions.
Nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo où nous allons parler de classification des espaces vectoriels en dimension finie. Ce que nous allons montrer, c'est que finalement, tous les cas espaces vectoriels qui ont la même dimension sont entre guillemets les mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont isomorphes. Il existe un isomorphisme qui les relie. Donc nous pouvons classifier les espaces vectoriels de dimension finie sur K uniquement grâce à leur dimension. Alors c'est une équivalence, c'est-à-dire que si à l'inverse deux espaces vectoriels sur K n'ont pas la même dimension, ils ne sont pas isomorphes et donc ce ne sont pas les mêmes. Le premier résultat, c'est de se servir de K puissance n comme sorte de relais, comme pivot. Autrement dit, nous allons montrer que si E est un K espace vectoriel de dimension petit n, alors il est isomorphe à K puissance n. Donc, juste après, quand nous prendrons deux espaces E et F de même dimension, eh bien tous les deux seront isomorphes à K puissance n, et par transitivité, ils seront isomorphes l'un à l'autre. Donc ici, attention, il faut bien prendre un espace vectoriel de corps de base K. Il faut que sa dimension sur K soit égale à n, et alors E est bien isomorphe à K puissance n. C'est le même K qui doit intervenir partout. Nous démontrons ce résultat de la manière suivante. Puisque grand E admet comme dimension petit n, eh bien il existe une base E1 En de grand E, qui a donc n vecteurs. Nous allons introduire l'application suivante, l'application phi, qui va de K puissance n dans grand E, et qui a un n uplet de scalaire lambda 1, lambda n, associe la combinaison linéaire de E, donc somme pour K allant de 1 à n, des lambda K EK. C'est une application que nous avons déjà utilisée à plusieurs reprises dans les différents cours d'algèbre linéaire. Nous avons déjà démontré, je ne le redétaille pas ici, que phi est linéaire. Donc si nous arrivons à montrer qu'elle est bijective, eh bien ce sera un isomorphisme, et donc il existera un isomorphisme entre K puissance n et E. Cela, c'est dire que E et K puissance n sont isomorphes. Donc pourquoi est-ce qu'elle est bijective? Tout simplement parce que, comme la famille E1, En est une base, eh bien, pour tout vecteur x de E, par définition d'une base, il existe une unique famille de scalaires lambda 1, lambda n, donc dans K puissance n, telle que x est égal à la somme pour K allant de 1 à n des lambda K EK. C'est la définition même de base, puisque la famille est génératrice, tout vecteur x de E s'écrit d'au moins une manière comme combinaison linéaire des vecteurs de cette famille, mais comme de plus cette famille est libre, eh bien cette décomposition est unique. Donc nous avons ici existence et unicité. Et finalement, cette dernière écriture, c'est exactement dire que x est égal à phi de lambda 1, lambda n. Donc nous avons, pour tout x de l'ensemble d'arrivée, nous avons existence et unicité d'un antécédent, donc dans l'ensemble de départ. Phi est bijective, et elle est linéaire, c'est donc un isomorphisme. Cette proposition va avoir plusieurs conséquences. Premier résultat, si nous prenons grand E et grand F deux K espaces vectoriels, donc il est important ici que ce soit deux espaces vectoriels sur le même corps de base. Et nous supposons que E est de dimension finie, donc dimension bien sûr sur K. Alors, E et F sont isomorphes si et seulement si F est de dimension finie et il a la même dimension que E. Alors, je l'ai appelé ici n, ce qui ne fait pas partie de mon énoncé, donc je corrige, dim de F égale dim de E. Pour la démonstration, eh bien finalement, je vais tout de même noter n égale dimension de E, ce sera un peu plus simple pour la rédaction. Nous allons commencer par démontrer le sens indirect. Donc nous supposons que la dimension de f est égale à la dimension de E, qui est donc égale à petit n. Donc avec le résultat précédent, il va exister deux isomorphismes phi et psi, respectivement entre E et K puissance n, et entre f et K puissance n. Donc il existe phi, une application de, alors nous allons la prendre comme dans la proposition précédente, de K puissance n dans E, isomorphe. Et de la même manière, il existe psi de K puissance n dans F, isomorphe elle aussi. Il suffit de considérer l'application phi rond psi moins 1, qui va donc partir de F et qui va être à valeur dans E. En tant que composition de deux isomorphismes, c'est aussi un isomorphisme. Nous avons donc bien construit un isomorphisme entre F et E, et donc E et F sont bien isomorphes.
Pour le sens direct, nous allons utiliser des résultats que nous avons démontrés dans le chapitre sur les familles de vecteurs et les applications linéaires. Nous allons noter E1, En, une base de E, et Phi, une application linéaire de E dans F qui est un isomorphisme. Cela est possible puisque notre hypothèse pour cette implication, c'est justement de supposer que E et F sont isomorphes. Alors nous allons considérer la famille phi de E1 jusqu'à phi de En. Et nous pouvons affirmer qu'elle est libre car phi est génératrice. Car phi est injective. Ceci, c'est un des théorèmes que nous avons vu dans un précédent chapitre. Et nous pouvons aussi affirmer que phi de E1 jusqu'à phi de En est génératrice, car phi est surjective. Et cela aussi, c'est un résultat que nous avons déjà vu. Et d'ailleurs, à l'époque, nous avions rassemblé ces deux résultats en un seul, que j'aurais pu utiliser directement. La famille phi de E1, phi de En est une base de F, car phi est un isomorphisme. Cela, c'est un résultat important. L'image d'une base par un isomorphisme est encore une base. Donc finalement, grand F admet une base de n éléments. Donc en particulier, elle admet une base finie, donc F est de dimension finie. Et quelle est la dimension de F ? Eh bien, c'est le nombre de vecteurs de cette base, c'est-à-dire petit n, ce qui prouve le sens direct. Avec les deux résultats précédents, nous obtenons sans peine le corollaire suivant. Si E est un KEV et que petit n est un entier, alors E est de dimension finie égale à petit n, si et seulement si E est isomorphe à k puissance n. Nous pouvons revenir sur l'application que nous avons utilisée pour démontrer la première proposition de cette partie-là, et l'appliquer dans le cas où E est l'ensemble des polynômes de degré O plus n à coefficient sur k, donc k n crochet x. Si nous prenons l'application phi qui va de kn plus 1, k puissance n plus 1 dans k indice n crochet x, et qui a un n uplet à 0 jusqu'à an, associe le polynôme somme pour k allant de 0 à n d à kxk, eh bien, puisque la famille 1x, x2 jusqu'à x puissance n est une base, cette application-là, c'est la même que dans la démonstration précédente. Cette application phi est un isomorphisme. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous pouvons identifier, via cette bijection, nous pouvons identifier le vecteur A0 à n et le polynôme somme pour k allant de 0 à n d à kxk. Par exemple, le polynôme 1 moins x plus 2x2 plus x3 moins x5, nous pouvons l'écrire dans la base canonique 1x jusqu'à x5, et bien P est égal au vecteur 1, moins 1, 2, 1, 0, moins 1, qui sont les coordonnées de grand P, dans la base canonique. Donc finalement, cette application phi, c'est tout simplement l'application qui a un élément de E, lui fait correspondre son n plus 1 uplet ici, de coordonnées dans la base choisie à l'arrivée. Donc si je reviens un tout petit peu en arrière, si je reprends cette application-là, nous voyons que le vecteur grand E que nous obtenons comme image, c'est finalement le vecteur qui correspond au n uplet de coordonnées lambda 1, lambda n. Donc phi, ça n'est rien d'autre que l'application qui a un vecteur de E fait correspondre son unique n uplet de coordonnées. C'est pour cela que nous disons que lorsque nous avons un isomorphisme entre deux espaces vectoriels, nous pouvons d'une certaine manière considérer que ce sont les mêmes espaces vectoriels, puisque si nous avons une base dans E et une base dans F, lorsque nous écrivons un vecteur de E et que nous l'identifions à un vecteur colonne constitué de ces coordonnées dans cette base, eh bien finalement, une fois que nous avons le vecteur, que ce soit des coordonnées dans E ou dans F, on ne voit pas la différence. Donc ici, quand je prends le vecteur 1, moins 1, 2, 1, 0, moins 1, ça n'est rien d'autre qu'un sextuplet ici de coordonnées. Je peux le considérer comme 6 coordonnées dans la base canonique de k puissance 6, et donc c'est un vecteur de k puissance 6, mais je peux aussi dire que c'est le sextuplet des coordonnées d'un polynôme
dans la base canonique de K5 crochet X, et donc c'est aussi un polynôme. Donc nous ne faisons plus la différence entre les deux espaces vectoriels peuvent être considérés comme les mêmes, et on les manipulera de la même manière. Par contre, si deux espaces vectoriels n'ont pas la même dimension, nous ne pouvons plus du tout les identifier. Donc, nous classifions les espaces vectoriels grâce à leur dimension. Tous ceux qui ont la même dimension seront regroupés ensemble, ils auront le même comportement, et les autres qui n'ont pas la même dimension n'auront pas le même comportement. Nous verrons d'autres exemples d'application de ces dernières propositions dans la vidéo suivante. En attendant, nous allons énoncer un dernier résultat qui est un peu anecdotique en lui-même, mais qui nous servira pour démontrer des résultats importants dans la suite de ce chapitre. J'appelle ici ce résultat lemme, car nous ne nous en servirons que pour démontrer d'autres résultats. Si E est un KEV, nous allons noter grand L l'ensemble de tous les entiers naturels pour lesquels il existe au moins une famille libre de E qui comporte petit n vecteurs. Alors il y a deux possibilités. Si E est de dimension finie, nous allons montrer que grand L est exactement constitué de tous les entiers allant de 0 à dim de E. Sinon, E est de dimension infinie et alors grand L est égal à n. Le résultat qui va plus particulièrement nous intéresser plus tard, c'est que E est de dimension finie si et seulement si grand L est majoré, ce qui découle directement des points petit 1 et petit 2. Terminons donc cette vidéo par la démonstration de ce résultat. Donc premièrement, nous allons supposer que E est de dimension finie, et la dimension de E, nous allons classiquement la noter petit n, c'est donc un entier dans n. Avec le résultat fondamental, nous savons que toute famille libre de E a au plus n vecteurs. Donc nécessairement, l'ensemble des cardinaux possibles pour des familles libres de E, c'est-à-dire grand L, est nécessairement inclus dans l'ensemble d'entiers 0n. Une famille libre a au moins 0 vecteurs et elle en a au plus n. Maintenant, 0 appartient à grand L car le cardinal de la famille vide est égal à 0 et la famille vide est libre. Et c'est toujours une famille libre de E. Donc 0 se trouve bien dans grand L. Si maintenant je prends un entier K qui se trouve entre 1 et n, je vais montrer que lui aussi appartient à grand L et nous aurons donc l'inclusion réciproque de celle que nous avons déjà montrée. Pour cela, posons E1 jusqu'à En, une base de grand E. Alors la sous-famille E1 jusqu'à EK est une sous-famille d'une base, donc c'est une sous-famille d'une famille libre, c'est aussi une famille libre. Elle a K vecteurs, donc K appartient bien à grand L. De ces deux derniers points, nous pouvons conclure que tous les entiers de 0 à n appartiennent à grand L, et donc par double inclusion, grand L est bien égal à l'ensemble d'entiers 0n, c'est-à-dire que c'est bien l'ensemble 0 dimension 2. Nous allons démontrer le second point par l'absurde. Supposons que dimension de E est égale à plus infini, et supposons que l'ensemble grand L est majoré. Alors comme précédemment, la famille vide est libre, donc 0 appartient à grand L. Ainsi, grand L est un ensemble d'entiers, puisque L est inclus dans grand N, c'est un ensemble d'entiers non vides et majorés. Nous pouvons donc dire que L admet un maximum que nous allons noter grand M. Puisque c'est un maximum, grand M appartient à grand L, et donc il existe grand F, une famille libre de E qui contient exactement grand M vecteurs. Prenons maintenant un vecteur quelconque, petit v, dans grand E. Nous le rajoutons à la famille F. Nous allons poser F' égale notre famille F, union ce vecteur V. Alors maintenant, cette famille a M plus un vecteur. Cardinal de F' égale grand M plus 1, qui donc ne peut pas appartenir à grand L, puisque grand L est majoré par grand M. Cela signifie que la famille F' est liée. Donc X appartient à vect de F. Ça, c'est un résultat que nous avons déjà démontré. Si nous partons d'une famille libre
alors lorsque nous lui rajoutons un vecteur, la famille obtenue est liée si et seulement si le vecteur rajouté est dans vect de la famille avant de rajouter ce vecteur. Donc ici dans vect de f. Donc je l'avais appelé v et maintenant je l'ai appelé x, donc ça ne va pas, je vais revenir bien sûr à v. Donc v appartient à vect de f. Cela signifie que tous les vecteurs de E sont dans vect de f, donc E est égal à vect de f. Ce qui signifie que, E admet une famille génératrice finie. La dimension de E est donc O plus égale à grand M, qui est le cardinal de f, et puis d'ailleurs comme f est libre, finalement f est une famille libre et génératrice, donc c'est une base finie de E, mais de toute façon tout cela c'est absurde, car nous avons supposé que la dimension de E était égale à plus infini. Donc finalement, L n'est pas majorée. Alors cela ne prouve pas encore que L est égal à grand N. Il se peut très bien que ce soit un ensemble non majoré, mais qui ne contienne pas tous les entiers. Donc nous allons prendre un entier quelconque petit n, et montrer qu'il est dans grand L. Puisque L n'est pas majoré, il existe un entier grand M, tel que M appartient à L, et M est supérieur ou égal à petit n. Ça, c'est parce que grand L n'est pas majoré. Et donc, par définition de grand L, il existe une famille E1, E grand M, une famille libre de vecteurs de E. Mais comme grand M est plus grand que n, nous pouvons extraire les n premiers vecteurs de cette famille. Donc E1, En, c'est une sous-famille d'une famille libre, c'est toujours une famille libre. Et cela, ça signifie que petit n appartient à grand L. Donc finalement, tous les entiers sont inclus dans grand L, qui lui-même est inclus dans n, donc L est bien égal à grand N. Et nous arrêterons donc ici cette vidéo.